Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce réseau Nouveau Souffle. J'ai souhaité faire cette conférence sur la libération émotionnelle parce que pour moi, c'était important de partager avec vous mon expérience de vie et l'expérience de vie de milliers de personnes, de milliers de femmes notamment, qui ont vécu à un moment donné une période difficile, peut-être une épreuve tragique, qui a mené à un état d'esprit. Vous savez, lorsque l'on dit on est au pied du mur ou lorsque tout s'effondre autour de soi. J'ai voulu créer cette conférence, j'ai voulu créer également mon activité autour de la question de la libération émotionnelle, puisqu'en fait, les émotions sont fondamentales dans la manière dont on perçoit le monde, à la fois dans le traitement, à la fois dans la manière dont elles nous arrivent, et elles sont déterminantes dans la perception du monde que l'on a. Voilà, donc ce sont un peu nos lunettes sur la vie, sur le monde. Je m'appelle Carole, je suis praticienne en relation d'aide par le toucher massage et spécialisée dans la libération émotionnelle. Depuis 2 ans, j'ai créé mon activité autour de la femme parce qu'il était pour moi nécessaire de partager mon expérience de vie et partager mes connaissances autour de cette question de la libération émotionnelle. Voilà, donc j'ai intitulé cette conférence « La libération émotionnelle, un nouveau souffle ». Et tout au long de ce moment, de cette heure et demie, on va dire, qui va s'étaler en trois étapes, j'ai choisi déjà de me présenter un petit peu, quand je parle de mon expérience de vie, de partager avec vous ce qui a été fondamental dans ce que j'ai appris. Alors, bien évidemment, pas en traversant l'épreuve, mais en tout cas, bien après. J'avais envie de vous parler du corps, de la question du traitement de l'émotion dans le corps, pour que vous puissiez un petit peu connaître davantage de ce qui se passe en vous, vous découvrir ou redécouvrir sans doute. Donc, on va parler de connexion au corps notamment. Et puis j'avais envie de vous expliquer un petit peu le fond de ce qu'est la libération émotionnelle, alors au travers différentes approches. Et finir en fait cette présentation par la question de la libération émotionnelle par la relation d'aide par le toucher massage, puisque j'en ai fait le cœur de mon métier et il me semble que cet outil est extrêmement puissant et extrêmement libérateur, en tout cas transformateur. Voilà, alors je vais essayer de partager mon écran. Donc, comme d'habitude, j'ai un petit temps d'adaptation sur l'outil, mais ça devrait le faire. Voilà. A priori, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ici. Donc, vivre ses rêves et devenir la femme libre et épanouie que vous aimeriez être, c'est un peu l'objectif que je me suis donné. En vous préparant assez sérieusement quand même cette conférence sur la libération émotionnelle. Ça n'a pas été un exercice simple pour moi parce qu'il m'a fallu réunir à la fois une expérience de vie, donc retrouver la teneur et la teinte de ce que j'ai vécu de difficile. Donc, j'ai retraversé certaines émotions, alors certes avec moins c'était moins les montagnes russes, quoi. Il y avait moins cette teneur émotionnelle qui était là, mais quand même. Et puis surtout, il m'a fallu un petit peu réunir toutes mes connaissances que j'ai eues au travers de différentes formations que j'ai faites pour que ça puisse être un outil pour vous, un outil pratique, en fait, cette conférence, qui pourrait en effet vous faire comprendre, discerner ce qui se passe quand ça ne va pas. Et puis surtout de découvrir des outils parce qu'on est tous
tellement différents que finalement, on a tous quelque chose qui va nous rendre plus sensibles, qui va nous capter davantage. Et si ça peut aider quelques personnes à retrouver le goût de la vie, à retrouver du sens, à retrouver une envie, une motivation, eh bien, je me dis que c'est toujours pas perdu. Alors, petite phrase pour commencer. Chacune de nous a le pouvoir de ne pas subir sa vie. C'est un peu le point de départ. C'est le constat. C'est le constat que l'on fait en développement personnel, mais c'est aussi le constat qui a été fait en psychologie, que ce soit la psychologie clinique ou la psychologie comportementale, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est le point de départ. Si ça demande une réelle réflexion, ça demande une prise de conscience et finalement, c'est, j'imagine, la première étape la plus difficile à mener. Et pour autant, ça a forcément un sens et puis, je pense que ça vaut le coup. Alors, je me suis rapidement présentée tout à l'heure et pour autant, j'avais envie de vous lire quelque chose. Alors, c'est un tout petit chapitre d'un livre et j'avais envie de vous le partager. Ça s'appelle « Le poids des mots », M-A-U-X. Et ça commence par une date, le 6 janvier 2017. Vivre là, maintenant, dépossédé de tout, de mon passé et de mon avenir. Ressentir au plus profond de moi la partie infime de mon corps, la mécanique de ce qui me tient debout. Faire le vide et s'y confronter, enfin. Mon regard fixe un point au loin. Autour de moi, les stigmates d'un hiver qui n'en finit pas. Les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. Leur squelette semble cependant défier le froid intense, s'offrant comme seule couverture cette fine strate blanchâtre d'une nuit glaciale. Manifestement, le temps reste figé, comme moi, comme ce jour de janvier 2017. Depuis quelques jours pourtant, un vent tiède souffle dans ma tête. Il perfore les abîmes qui ont envahi mon corps. Je n'ai pas le choix. Je dois m'y accrocher avant qu'il ne soit trop tard, avant que je ne sois entièrement recouverte de cette écume givrée. Je sais que si je ne le fais pas, l'enveloppe corporelle grisâtre et endolorie qu'il me reste n'aura plus aucune nuance, plus aucun relief. Mon fantôme continuera de s'effacer, donnant à cette agonie interminable un avenir de poussière et de gravats définitivement indomptable. Le silence et le déni font partie de cette mort à petit feu. Depuis 3 ans, je m'enfonce dans les tunnels obscurs de mon anorexie et ne parviens plus à trouver la sortie. J'ai froid. Mes yeux s'éternisent sur les paysages en mouvement et je me sens tellement statique. Je suis assise dans cette voiture qui me rapproche chaque seconde un peu plus de l'hôpital civil. Je suis passagère. Je me sens portée comme une petite fille complètement perdue par cet homme qui ne me reconnaît plus. Il me l'a dit. Je ne pleure pas. Je n'ai plus de larmes. Mon corps est inerte, le regard est vide, sidéré. Je n'ai plus la force de rien. Je me sens étrangère et mes proches sont peu à peu devenus des silhouettes que je tente de fuir. Ces gens m'enferment chaque jour davantage dans mon obsession sans but. Je n'arrive plus à remonter la pente que je dévale depuis trop longtemps. Je suis essoufflée, fatiguée. Je suis atteinte. Je n'ai plus le courage de me questionner. Je l'ai trop souvent fait. C'est dans cette mort qui s'offre à moi qu'un miracle se produit. Une étrange impulsion venue d'ailleurs réanime doucement mon esprit endormi. Je sens et je vois cet inconnu en moi. Quelle est cette flamme qui danse timidement au creux de mon plexus et qui vient peu à peu réchauffer son contour? Je m'interroge, comme si une énergie nouvelle renaissait. Quelles sont les raisons de mon existence, le sens de ma vie? Je rêve d'un ailleurs, d'un lieu sans émotion, d'un lieu neutre. Je ne veux ni vivre ni mourir.
Je veux que le temps s'arrête, ne plus penser. J'erre dans cette bulle que je me suis créée, trop grande pour moi. Mais au moindre mouvement de mon corps, le dégoût me rattrape. J'assiste au spectacle de ma déchéance. Je suis au premier rang de ma noyade. Je me sens tellement seule dans ce naufrage. Je reste inatteignable, aveuglée par le néant, l'ombre de moi-même. Mon corps devient plus léger, tandis que mon esprit est accablé. Depuis ces 3 dernières années, mes enfants et l'amour de ma vie sont les témoins de cette chute. Et ils ne le savent pas encore, mais j'aimerais leur dire que j'ai sombré à leur côté, impuissante et tellement fragile. Quelques rayons de soleil tentent de percer l'épaisse brume matinale, immaculant davantage les champs que je devine derrière la vitre. Malgré la mort qui rôde, cette lueur me rappelle combien je suis en vie. J'ai l'impression d'ouvrir les yeux après plusieurs années de coma. Mes membres sont lourds, mes pensées sont confuses. Ma respiration reprend. Ce livre, ce n'est pas un livre que j'ai choisi de manière aveuglément, on va dire. Ce sont les premiers mots de mon livre que j'ai écrit, que je n'ai jamais publié, bien évidemment, que j'ai gardé pour moi. Mais ça a été un exercice qui m'a permis de me mettre à distance et c'est un exercice qui m'a permis sans doute également de retracer une période de ma vie avec plus de neutralité, même si effectivement, à la relecture, certaines émotions reviennent, en tout cas des ressentis. J'avais envie d'exprimer au travers de cette lecture qu'il existe très rarement de prise de conscience sans effondrement. On parle de burn-out, on parle d'épuisement bien souvent. Généralement, on est dans un processus qui va peu à peu, dans un premier temps, inconsciemment en tout cas, nous effondrer. Voilà, il y a des désillusions, il y a une perte de sens, il y a une perte de motivation, il y a des questions, il y a des ruminations qui peuvent aller avec des insomnies, qui peuvent aller avec tout un tas de signaux dans le corps, des signaux qu'on n'écoute pas, des signaux avec lesquels on vit avec éventuellement, avec certains inconforts certes, mais en tout cas ça ne gêne pas pour avancer dans la vie. Et puis plus on avance, plus on voit combien ça prend de la place. Et en effet, on arrive à un moment donné au pied du mur où on se dit, j'ai pas le choix. Soit je choisis un chemin, soit je choisis l'autre. Je pense qu'on est nombreux à ressentir ça. Je pense qu'on l'est un peu moins à trouver les ressources seules. Il me semble que ce nouveau souffle, je l'ai ressenti à un moment de ma vie où j'étais dans un silence, dans un silence total, où effectivement le corps avait donné déjà tout un tas de signaux auxquels je n'avais pas du tout prêté attention, ou en tout cas j'avais envie de nier. Voilà, je le mettais de côté. Mais à un moment donné, cette question se pose, c'est est-ce que tu te fous en l'air ou pas? En gros, parce que la vie est trop difficile, parce que j'en peux plus, parce que le corps lâche, parce qu'il n'y a plus de motivation, il n'y a pas de sens. Quand je parle de prise de conscience par le silence, c'est un silence doux. En tout cas, moi, celui que j'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, quand tout s'effondre, il y a une espèce de... On est dans un... Vous savez, comme quand on est dans un bain et qu'on met la tête sous l'eau. C'est-à-dire qu'on entend tellement de choses, mais c'est un bruit apaisant, un bruit sourd. Et ben, j'ai vécu en fait cet instant de silence en moi
très solennel, avec une douceur, avec le respect de là où j'en étais. Vous savez, comme quand on prend conscience, pour un bébé par exemple, vers 18 mois, dans le développement de l'enfant, c'est à peu près... quand il prend conscience que quand il se regarde dans les miroirs, eh ben, c'est celui-ci, c'est lui, c'est cette personne, il est je. Et là, ce silence, il m'a permis de me dire ça. En fait, ah ouais, je suis moi, je suis un être à part entière. Et c'est vraiment un moment d'une grande douceur, même si on est à plat, même si on est complètement perdu. Euh, c'est en quelque sorte un moment d'éveil. Alors, certains diront un éveil spirituel, d'autres diront une remobilisation, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été un moment fondateur pour moi, nécessaire, forcément nécessaire. Voilà, ça m'a sauvé la vie, je pense, ce silence. Alors, en neurosciences, vous savez, il y a eu plein d'études sur le burn-out, sur l'épuisement, sur la fatigue chronique. Et il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Frédéric Hudson, qui, bon, à la base était journaliste, coach également. Il a fait des études de philosophie, voilà. Il est aussi professeur dans une université aux États-Unis. Il a créé ce qu'on appelle ce cycle de changement, donc avec la perception de 4 temps forts dans la vie, en fait, qui se renouvellent comme ça, puisqu'on est sur un cycle. Donc forcément, à chaque fin de cycle, un autre cycle se remet en place avec le même processus. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une phase d'énergie haute, voilà, dans la vie, et puis toute une phase d'énergie basse. Et tout ça, ça va se succéder, s'enchaîner comme ça. Donc, la phase d'énergie haute, en fait, c'est quand voilà, on a une motivation qui revient, quelque chose qui fait sens pour nous, et là, on y croit, on est à fond, on va tout miser là-dessus, on est même dans une certaine passion, j'allais dire, pour certaines obsessions, d'aller au bout de cette chose, et ça va venir relancer tout un dynamisme, toute une dynamique corporelle. En tout cas, il y a une mise en mouvement qui est là et on sent que c'est effectivement plein de positifs autour et plein d'ambition, d'envie et d'amour. Et puis, à un moment donné, on va arriver à ce qu'on appelle en haut de la courbe où on va progressivement avoir de temps en temps des inconvenus, certaines déceptions, certaines désillusions, mais quand même, vu qu'on est dans une énergie haute, on va relativiser, on va résister, voilà, on sera un peu agacé, mais on aura quand même ce qui fait sens encore pour nous. Et puis, à force de résister, à force de douter et de vivre certaines déceptions, eh bien, on va retomber dans une certaine forme d'énergie basse, où là, on sera plutôt voilà, sur un désengagement, on va se retirer peu à peu, ça fera plus sens pour nous, on va peut-être certains se replier sur soi-même. Voilà, on va avoir besoin de réconfort, de cocooning, un peu plus de distance avec ce qui se vit. Et puis, on va être de plus en plus perdu, c'est-à-dire qu'on va perdre certains repères, on va se poser des questions de là où on en est, effectivement, pour arriver vraiment à une énergie très, très basse. Et donc, quand on arrive vraiment, ce qu'on appelle au pied du mur, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure avec un degré quand même important, mais comme beaucoup connaissent au final, eh bien, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se produire là, dans cette phase où l'énergie est la plus basse, qui va en fait nous redonner une énergie nouvelle qui va nous faire repartir. Donc là, on va de nouveau explorer. Donc, on va peut-être sortir de notre zone de confort éventuellement. Donc, on va apprendre des choses, on va découvrir d'autres domaines, on va expérimenter éventuellement et on va vivre ce qu'on appelle un moment de renouveau. Un moment de renouveau qui va relancer une dynamique corporelle et relancer une dynamique psychologique. Et là, on va retourner dans ce cycle
on va dire, d'énergie haute, positive, avec le côté très passionnel, très ambitieux. Et ça, en fait, ce cycle de changement de Hudson, il a mis des mots en fait sur un cycle, mais qui existe depuis tellement longtemps et auquel, voilà, ça fait partie du décor de la vie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est véritablement sur le cycle des saisons, sur le cycle de la journée, sur le cycle des années, avec la question au niveau énergétique, en tout cas d'une énergie d'été, de feu, d'ensoleillement, d'épanouissement total. Et puis, à un moment donné, quand on est plutôt au moment de l'automne, un déclin avec cette idée que, on va retrouver du confort à l'intérieur de soi, une espèce de cocooning comme ça, de besoin de se recroqueviller, de s'extraire du monde. C'est un moment de repli, c'est un moment beaucoup plus doux, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus solitaire, j'allais dire. Et voilà, et on va enchaîner ces temps, ces périodes. Donc, en fait, ce qui nous arrive, c'est que au niveau de notre humeur, au niveau de ce que l'on vit dans notre quotidien, on est sur les mêmes types de cycles. Donc, on parle d'impermanence des choses, on parle d'impermanence des choses, de cycles qui se succèdent. Donc, ce n'est pas très nouveau, en fait, ce qui se passe. Sauf qu'en fait, on est dans une société où le déclin, ce n'est pas très admis. C'est pas très admis et puis ça fait un peu tâche, notamment au boulot, avec les collègues, avec le patron. En tout cas, c'est au moment où on s'extrait du monde, où il y a ce silence intérieur, où il y a ce repli, ce cocooning, j'arrive plus à trouver le mot, cette immersion en soi, que il y a cette réflexion qui se pose, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où le silence apparaît, où il est question d'un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est quoi le sens de ma vie? Où j'en suis? Et puis, va y avoir également la question de quelle expérience j'ai fait, qui a fonctionné, quelle expérience je n'ai plus envie de vivre. Donc, on prépare déjà un petit peu le terrain, la terre pour le printemps qui va venir. C'est à ce moment-là également, quand on est dans un silence, qu'on va aller voir son intériorité, ses valeurs, ce qu'on aime, ce qui nous anime, qui l'on est en fait. Et petit à petit, dans ce cheminement, on va avoir un peu plus de clarté mentale. C'est un temps de bilan, d'analyse. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a un peu plus de clarté mentale. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller cheminer vers, ou prendre une route, en tout cas celle qui nous attire le plus, celle qui nous convient le mieux au travers de nos valeurs, au travers de nos besoins. Ce que je veux dire, c'est que dans mon parcours, j'ai été un peu formatée, mais comme beaucoup finalement, par des phrases, par une éducation qui m'a toujours appris que finalement la vie était dure et qu'il fallait se battre tout le temps, que c'était difficile, qu'il fallait sans arrêt avancer sans trop s'écouter, parce que s'écouter, c'était une sorte de fragilité. Et j'ai vraiment compris là, dans ce silence, dans cette expérience de silence, que non, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que oui, la vie est parfois difficile, mais elle n'est pas que difficile. Bien évidemment, ça dépend de comment on se sent, de notre humeur. C'est vraiment nos lunettes, cette humeur-là, nos lunettes sur le monde, que rien n'est définitif. Voilà, que j'étais à un moment donné sans énergie, sans souffle, et que il y a eu une attention particulière sur un mouvement dans le corps qui m'a fait reprendre le contact avec mon corps véritablement, et que tout ça, ça change et que tout ça, ça évolue. En fait, j'ai une phrase qui me parle beaucoup là, c'est que en fait, regarder quelque chose ou y penser suffit à le modifier. À partir du moment où on fait état de quelque chose, où on va arrêter notre regard sur quelque chose, sur une pensée, elle va forcément évoluer. Donc, notre vie, elle est faite de remous, elle est faite de mouvements, elle est faite de vibrations. Et finalement, il est beaucoup plus intéressant d'aller observer ce remous que d'aller chercher la cause du remous, c'est-à-dire
voyez, quand on fait une espèce de... Quand on jette un caillou dans l'eau, plou. Donc ça, c'est la cause, effectivement, des remous. Mais en fait, il est beaucoup plus intéressant de voir quel remous ça fait. C'est des remous plutôt intenses, plutôt longs. C'est ça, la vie. Et on passe notre vie à finalement expérimenter des choses, aller regarder nos remous, pourquoi on réagit comme ça à telle ou telle situation. C'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est de voir qu'est-ce qui fait remous, quels sont les remous, est-ce que ce sont les grandes vagues, est-ce que c'est plutôt des remous plutôt doux, et si c'est doux, ben, c'est OK, et il n'y a pas de souci. Donc en conclusion, mon parcours et celui de bien d'autres personnes, finalement, montrent combien il est important, en fait, de prendre ce temps de silence, de prendre ce temps d'analyse, de ne pas forcément attendre d'être au pied du mur, peut-être d'anticiper. Et ce qui m'a permis, en fait, de comprendre, c'est que dans ce silence, il n'y avait pas rien, ce n'était pas le néant, il n'y avait pas plus de vie. Mais que tout était possible. Tout était possible, tout était à créer. Et là, franchement, à partir du moment où on peut ressentir ça dans le corps, eh bien, c'est tout gagné, c'est la première marche. Commence où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux, parce que tu es en vie, tout est possible. Alors, ça me permet de faire une petite transition sur la deuxième partie de ma conférence que j'ai souhaité, cette deuxième partie, parler du corps, de l'importance du corps dans ce processus, dans ce cheminement. Hop. Et voilà. La notion du corps est fondamentale. Donc, tout à l'heure, je vous disais effectivement que la société, elle n'a pas forcément envie que chaque personne se pose des questions, se fasse ce silence intérieur, cette extraction du monde, parce que on est moins productif quand on est dans le silence. Cela dit, mon corps a parlé, votre corps vous parle, et il est important de l'écouter. Dans le silence ou dans des moments de retrait, peu importe, mais en tout cas, tout au long de la vie, il est important de connaître qu'est-ce qui fait remous, hein, je vous l'ai dit, mais surtout, comment vous le vivez à l'intérieur du corps. Alors, je fais un gros résumé, mais que je vais illustrer. Notre corps, pour moi, c'est le vecteur de la vie, de notre incarnation. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'on a une mission sur Terre. Je crois que vraiment que notre corps n'est pas qu'un seul outil. D'ailleurs, la question c'est est-ce que j'ai un corps ou est-ce que je suis un corps? La question m'avait été posée en formation de relations d'aide par le toucher, par ma formatrice. Et j'avais eu un temps d'hésitation parce que à la fois, j'étais vraiment à me dire, bah, tiens, mais quand j'ai mal dans le corps, je me dis, je sens que mon épaule va mal, ou je sens que mon dos me fait mal. Et ça, déjà, il y a une mise en distance du corps et de l'esprit. Et pour moi, ça, c'est pas possible. Le corps et l'esprit, mais le corps, la matière, les tissus, les organes et l'esprit forment le corps, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de dissociation à avoir. Donc, j'avais envie de vous rappeler un petit peu ce que j'appelle, moi, les composantes d'un corps. Le corps, effectivement, il est fait d'organes, il est fait de tissus, il est fait d'os, il est fait de cartilage, il est fait d'eau. Voilà, il y a tout un tas de choses qui composent le corps, d'un système nerveux, de glandes, d'hormones, etc., qui sont animés
Hein, ça bouge, le cœur bat, le cerveau fonctionne, les muscles bougent, se contractent, se décontractent, le squelette avance ou pas. Et à mon sens, ils sont animés par une certaine force. Alors, c'est là où forcément, au niveau scientifique, on est un peu dépassé. Mais au niveau spirituel, au niveau philosophique, on dit qu'il est animé par le chef d'orchestre, en fait, en quelque sorte, qui est l'âme. L'âme, c'est ce qui va mettre en mouvement, c'est ce qui va animer à la fois le corps et l'esprit. Et je trouvais intéressant de revenir sur la définition de l'âme. En latin, c'est anima, ça veut dire souffle, ça veut dire respiration. En gros, l'âme, c'est le principe vital et spirituel, immanent ou transcendant, qui animerait le corps d'un être vivant. Et selon certains spécialistes, on parle également d'âme pour les plantes, pour les végétaux et pour les minéraux. Et en énergétique, on constate effectivement que tout ça, c'est vivant, que c'est vibrant, qu'il y a un aura autour des végétaux, qu'il y a un aura autour des minéraux et que ça agit sur différents plans subtils. Et qu'est-ce qui donne à l'âme cette force finalement d'animer? Qu'est-ce qui permet à ce chef d'orchestre d'orchestrer tout ça justement? Eh bien, c'est la force vitale. Alors, la force vitale, la force de vie, on peut retrouver cette notion en tout cas dans différentes cultures, notamment dans la culture chinoise. On va parler de force de vie, de ki, de chi. Dans le domaine, enfin, en Ayurveda et dans la culture plutôt bouddhique, on va retrouver ça sous la forme du prana. Donc, le prana, c'est la force vitale. Et c'est cette force vitale qui va animer, qui va donner cette force à l'âme, qui va orchestrer l'esprit et le corps. C'est l'âme qui permet de dynamiser le corps, de mettre en mouvement, à la fois dans l'esprit, à la fois physiologiquement. Donc, on est bien sûr sur une dimension vraiment qui dépasse la matière, qui dépasse l'enveloppe corporelle, la peau. Et on dit effectivement que le corps est fait de matière, de tissus, d'organes, de muscles, mais également d'esprit. Alors l'esprit, c'est tout ce qui est pensée mentale, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotionnel. Ça, ce sont donc toutes les pensées, ça c'est l'esprit. Et finalement, on voit bien comme quoi les deux font partie du corps et qu'à l'arrivée, le corps, eh bien, on est tous différents, on réagit à plein de choses différemment selon notre corps, parce qu'on a à la fois un corps différent et à la fois un esprit différent. Donc, notre travail à faire pendant toute notre vie, et ça, on a le temps, c'est d'habiter notre corps comme si notre corps était finalement notre maison, c'est de lui permettre d'avoir de l'ordre, enfin de l'ordre, je m'entends, mais en tout cas d'avoir un intérieur qui nous convient, c'est d'avoir des pièces ressources, des pièces où on se sent bien. C'est également d'inviter qui on veut chez nous, c'est-à-dire prendre des décisions, prendre des priorités, prendre des chemins. Ça nous appartient. On invite les gens qu'on a envie de venir, de voir, pardon, à l'intérieur de nous. Et puis, quand il y a des invités qui nous dérangent, les invités sont les émotions finalement, eh bien, c'est de dire à un moment donné, on essaie de partager, on essaie de comprendre, on essaie d'installer et d'instaurer une certaine communication avec eux. Et puis, si ce n'est pas OK, ben, c'est de dire, écoute, OK, tu as été là, je te raccompagne à la sortie. Et puis quand on se reverra, peut-être que les choses s'arrangeront. Mais en tout cas, notre corps, c'est notre habitat et le but de notre incarnation, de notre vie sur Terre, c'est de l'habiter au mieux et c'est d'être en équilibre, en harmonie avec lui. Et ça passe par la question comment je suis, qui je suis, comment je me sens, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelles sont les personnes avec qui j'ai envie de passer le plus de temps, qu'est-ce qui me rassure, c'est de se connaître. Et se connaître, c'est possible dans tous les actes du quotidien. À partir du moment où on a cette envie d'être en équilibre,
eh bien, forcément, ça passe par des temps de silence, des temps d'analyse, des temps de bilan. Le processus émotionnel. Alors, une émotion, c'est quoi au juste? J'avais envie rapidement, théoriquement, de vous décrire ce que c'est qu'une une émotion, pardon, de vous donner la définition, puisqu'en fait, le mot émotion, ça vient du latin émovere, qui veut dire à la fois émouvoir, et dans émouvoir, il y a mouvoir, et c'est à l'extérieur, donc c'est mettre en mouvement. C'est un état en fait psychologique, l'émotionnel, enfin, l'émotion, c'est un état d'être psychologique qui est physiologique également, comportemental, qui est déclenché par un événement ou une situation qui est réelle ou qui est imaginée. Elle se manifeste dans le corps par un ressenti, des sensations agréables, désagréables, peu importe, brèves ou longues, intenses ou non, mais en tout cas, on perçoit l'émotion dans le corps au travers des signaux. Ce qui est intéressant de savoir, d'ailleurs j'ai oublié un S à processus, mais ce n'est pas important, c'est que quand je vous parle elle se manifeste par un événement réel ou imaginé, c'est-à-dire que ça va être en lien avec une perception. Ce n'est pas forcément une situation que l'on vit, ça peut être quelque chose auquel on va repenser, qui va nous amener une émotion, ça peut être un souvenir, ça peut être une pensée, ça peut être plein de choses. À partir du moment où on vit une émotion, c'est qu'on est dans la vie. Et peu importe, puisqu'en fait, l'émotionnel agit, on va dire, sur 90% du temps d'éveil de la personne. On est toujours soumis à de l'émotionnel, puisqu'on est des êtres vivants. Cette entrée des données extérieures, donc cette situation, cet événement, elle va passer effectivement par le prisme du cerveau, et on va avoir rapidement un filtre, c'est-à-dire qu'on va avoir une perception qui sera différente ou non selon les individus de la situation. Une situation qui, moi, peut-être va générer une émotion de peur ou de colère, elle ne sera pas forcément perçue de la même manière chez ma voisine ou chez un ami. En fait, ce filtre, il est composé de quoi? Il est composé de l'éducation, de ce qui a fait référence pour nous, de nos croyances, de nos valeurs, du traitement de l'information en lien avec ce qu'on pense être vrai. Donc, tout ça, c'est en lien, très en lien avec quand même l'enfance, avec une prédisposition à entendre certaines croyances, comme voilà, je ne suis pas capable, ou il faut que je fasse tout rapidement pour être la meilleure, il faut que je sois parfaite. Tout ça, ce sont des références qui vont poser un cadre et qui vont poser ce filtre-là. Et en fait, ces données, elles vont rentrer par ce filtre et donc elles vont déjà être traitées par le cerveau avec ce filtre. C'est un peu le système du téléphone arabe où effectivement, à chaque fois que l'un parle dans l'oreille de l'autre, il y a des mots qui se perdent ou il y a des mots qui sont transformés. Et ça, de toute façon, c'est systématique et c'est valable pour tout le monde. Donc, cette information, elle va passer par ce filtre et elle va être gérée dans le cerveau et elle va induire un état émotionnel et elle va induire, cet état émotionnel va induire un comportement, une attitude. Alors, il est assez, il y a eu plusieurs études, peut-être que je peux, voilà, on va passer directement sur cette diapo-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le cerveau reçoit cette information, elle va être gérée, elle va être stockée, cette information. Et là où on pensait avant qu'elle était traitée de la même manière pour toutes les émotions au niveau du cerveau limbique, au niveau du cerveau émotionnel, eh bien, on s'aperçoit que chaque émotion différente, que la colère, que la peur, par exemple, va être traitée avec son propre système de traitement, son propre système dans une zone spécifique du cerveau qui va être activée. Bon, mais ça, moi, je laisse ces recherches en neurosciences parce que ce n'est pas le fond de ma conférence, mais c'est très riche au niveau des études qui ont été faites et notamment dernièrement en neurosciences.
Une fois que l'info est captée au niveau du cerveau, donc chaque système cérébral va se connecter au cœur, c'est-à-dire peu importe la zone qui est stimulée, en tout cas, il y a une information nerveuse qui va être transmise par le cœur, au cœur, pardon. Et là, le cœur va effectivement réagir et ça peut donner lieu à une accélération des battements cardiaques, ça peut donner lieu à une respiration qui s'active. Enfin, il y a tout un tas de signaux dans le corps qui va faire que, effectivement, on voit que le cœur a bien eu l'info et le cœur, lui, son job, c'est d'aller transmettre l'information au niveau des hormones, au niveau des glandes, au niveau des muscles, au niveau des tissus. L'idée pour lui, c'est d'avertir qu'il se passe un truc dans le cerveau, qu'il se passe, voilà, qu'il y a une émotion particulière et qu'il va falloir se tenir prêt pour soit fuir, soit combattre. En tout cas, c'est les deux seules réponses qu'on peut avoir. Mais voilà le job du cerveau, du cœur et du cerveau, l'association des deux. Alors, voilà, certaines émotions sont reliées à des systèmes de connexion très particuliers et peut-être qu'effectivement, l'information va passer soit par l'amygdale, le thalamus, l'hippocampe, l'hypothalamus. Enfin, voilà, c'est en fonction de l'émotion perçue, reçue, eh bien, tout un tas de mécanismes va se faire dans le corps. Ce qu'on peut en effet dire, c'est qu'en fait, on parle de connexion nerveuse. Et une connexion nerveuse, c'est, on peut dire, une charge énergétique, une charge électrique. Comme si, effectivement, il y avait dans le circuit électrique du corps, eh bien, l'information passe, donc elle génère de l'électricité. Et c'est cette charge électrique, moi, qui m'intéresse, en tout cas dans la libération émotionnelle et la relation d'aide par le toucher, parce qu'en fait, quand on parle d'électricité, c'est que si l'émotion reste dans le corps, si elle n'est pas extraite, si elle ne sort pas du corps, elle va créer ce qu'on va dire tout un circuit électrique dans le corps qu'il va falloir à un moment donné stocker, puisqu'on ne peut pas être en permanence aux aguets, le cœur il ne peut pas battre tout le temps comme ça, les muscles ne peuvent pas toujours être en mouvement, donc il va falloir qu'elle soit stockée. Le corps il est bien fait parce qu'en fait il va stocker cette charge électrique dans un endroit du corps qui est susceptible de pouvoir recevoir cette charge électrique, de la contenir. Donc, on a bien vu que, OK, pour une émotion qui est agréable, on va avoir facilité à dire « Ah, je suis contente » ou on peut rire. Le rire, c'est déjà quelque chose qui va extraire une charge électrique. Sauf que quand il y a de la colère, quand il y a du dégoût, quand il y a de la culpabilité, souvent on va refouler, on va garder en nous. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là où effectivement la charge électrique, elle se contient dans le corps. Donc ça, c'est OK. Sauf que forcément, on a des émotions qui reviennent particulièrement de manière importante. Certains ressentiront beaucoup plus de culpabilité dans la vie, d'autres plus de tristesse, plus d'anxiété. Enfin, en fonction effectivement de nos émotions prédominantes, on va dire que les situations et les expériences de vie vont aller conforter ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre quotidiennement va venir, je ne vais pas dire renforcer, mais en tout cas, vous allez vous heurter à des situations sensiblement les mêmes au cours de votre vie. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il y aura une charge électrique dans le corps qui sera à nouveau refoulée, qui sera à nouveau stockée, souvent au même endroit finalement. Et qu'à un moment donné, ça va générer, si vous voulez, des tensions, puisque derrière toute tension, il y a une émotion qui est refoulée. Et donc, on peut très bien vivre avec un mal de dos, avec un mal au genou, avec des migraines qui se répètent. Voilà. On peut très bien vivre avec pendant des années. Donc, le corps nous montre qu'il y a quand même un signe d'alerte, un signe d'alarme par des douleurs, par des tensions. Mais plus on va les occulter, plus on va les nier, plus on va essayer de faire comme avant, de vivre comme avant, plus le corps il va donner des signaux d'alerte qui vont être de plus en plus importants, de plus en plus puissants. Et c'est là qu'on va voir effectivement l'apparition de maladies beaucoup plus graves. Donc ça, c'est un constat.
ce que j'avais quand même envie de préciser, c'est que à la fois, si je me réfère à des références plutôt en lien avec la médecine chinoise, c'est que chaque émotion est reliée à un organe, est stockée dans un organe, et c'est en allant travailler sur cet organe et sur les méridiens qui sont en lien avec ces organes-là que vous allez gérer, libérer l'émotion, libérer les nœuds, les blocages émotionnels. En shiatsu, c'est aussi de la médecine chinoise, et pour autant, moi, j'ai également appris que toutes ces tensions étaient principalement sur les méridiens, qui sont certes en lien avec des organes, mais c'est plutôt sur les méridiens, les nadis, en Ayurveda, c'est ça, que l'on va trouver ces zones de tension. Et c'est ici que finalement, ça va créer des nœuds émotionnels qui vont bloquer l'énergie, le prana, ou le chi, ou le ki, ou la force vitale en tout cas. Et c'est à cet endroit-là qu'on va essayer d'aller libérer cette émotion, libérer en allant vraiment en douceur, aller rencontrer la tension. La libération émotionnelle, tout ça, c'est la suite. Alors, juste un peu de théorie, en fait. C'est une approche qui est assez récente, elle a vu le jour dans les années 90, donc principalement aux États-Unis, par un maître précurseur, par exemple, qui s'appelle Gary Gregg, qui, en fait, a assuré tout soigner en stimulant les points du corps. Donc, on était vraiment sur des points d'acupression, très en lien avec l'énergétique, finalement. Pensant effectivement que tous les nœuds émotionnels, que tous les blocages émotionnels se retrouvaient sur le corps et sur certains points du corps. Pardon. Et puis, il y a David Goleman qui démontrait que la puissance de l'intelligence émotionnelle était un outil important, fondamental dans la gestion des émotions. Alors, l'intelligence émotionnelle, on en entend parler beaucoup. Finalement, on a des définitions qui peuvent être assez approximatives. Donc, moi, je ne me suis pas du tout dit qu'il fallait que je définisse l'intelligence émotionnelle. Mais en tout cas, l'intelligence émotionnelle est fondée sur 3 piliers, sur 3 facultés, à savoir l'accès à ses propres émotions, c'est-à-dire à ressentir, se poser la question de qu'est-ce que je ressens, donc c'est ce fameux temps de silence où, voilà, qu'est-ce que cette situation génère en moi, voilà, et quels sont les ressentis physiques, vraiment se reconnecter au corps. La transposition du ressenti en compréhension, c'est pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui joue dans cette situation qui me touche autant. Et puis, la transformation de la compréhension en compétence pour agir. Donc là, on va être vraiment véritablement sur un système où on va, j'allais dire solutionniste, où on va en tout cas découvrir des ressources intérieures qui vont nous permettre de transformer ces émotions, déjà de libérer sans doute l'émotion, mais aussi de la transformer. Et ça, c'est ce qui résume l'intelligence émotionnelle, selon Goleman. Je prends un petit temps pour relire ce diapo, pour ne pas vous dire des choses que je souhaiterais dire plus tard. Alors, c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, c'est tout à fait l'opposé avec la réactivité ou la réaction émotionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on va réagir face à une situation de par notre émotion. L'intelligence émotionnelle, elle va permettre de prendre du temps, de différer. Alors, certes, pas forcément des jours et des jours de réflexion, mais en tout cas de qu'est-ce qui se passe en moi, comment je me sens, et qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas ressentir ça. Et ça, mine de rien, déjà, ça vient désactiver quelque chose. Ça vient dire stop. Il se passe un truc en moi. Hein, je vous expliquais tout à l'heure, l'essentiel, ce n'est pas le caillou qu'on jette dans l'eau, c'est les remous. C'est quoi qui se passe en moi? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les remous soient beaucoup plus gérables, beaucoup moins forts?
Et tout l'art de la libération émotionnelle, ça va être de mettre des mots dessus et d'être constamment, quand je dis constamment, c'est relié au corps. Je vous parlais également tout à l'heure de ce filtre-là, de ce filtre par où rentre finalement la situation, ce filtre de système de croyance, de l'éducation. Effectivement, en libération émotionnelle, on va s'attarder à ces croyances, à ce qui fait, on va dire, un système rigide comme ça, qui va du coup déterminer des comportements, des fonctionnements particulièrement gênants parfois. On va aller revisiter par le biais des ressentis du corps et de l'émotion qui est générée, ce système de croyance. Donc voilà, oui, c'est un processus de verbalisation claire du problème soutenu par les ressentis dans le corps. Et là, pour le coup, j'allais dire on est sans filet, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qui peut sortir comme ressenti, je ne sais pas ce qui fait système de croyance chez les gens. Donc, tout l'art du professionnel en relation d'aide et spécialisé dans la libération émotionnelle, ça va être d'être présent, d'être à l'écoute, de suivre et de guider. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui est pas facile à faire. Je vous montre rapidement, quand je parle de système de croyance, comment les croyances sont formées, comment ce système de croyance est rigidifié, on va dire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une histoire, parfois même au-delà de notre incarnation. Pour certains diront qu'il y a des vies antérieures qui vont générer des mémoires générationnelles, transgénérationnelles, mais également des mémoires qui nous viennent de nos vies antérieures. Et donc, peu importe si vous y croyez ou pas, ça c'est pas trop l'objet finalement de ma conférence, mais en tout cas, ces mémoires-là et cette éducation-là vécue va installer tout un tas de schémas de pensée qui vont faire qu'on est nous, avec notre personnalité, avec notre sensibilité. En fait, on est en train de créer notre identité. Et cette identité, elle est faite donc de croyances, de choses que l'on pense être vraies. Voilà. Je n'ai pas vraiment d'exemple. Ça peut être, oui, la vie est dure. Voilà, la vie est dure, c'est une croyance, c'est comme ça, c'est même pas à remettre en question, c'est la vie est dure. Donc forcément, mon système de pensée va constamment me renvoyer, la vie est dure. Voilà, et on aura une émotion qui sera en lien avec cette croyance et cette pensée que la vie est dure. Donc, peut-être qu'au boulot, eh bien, ça va se produire comme j'ai un patron qui m'embête et je dois constamment argumenter mes choix parce que mon patron ne m'aime pas et qu'effectivement, il me met des bâtons dans les roues. Donc, je vais, voilà, le boulot, c'est dur, voilà, ma croyance, la vie est dure et l'émotion, bah, ça va être un ras-le-bol, un épuisement, peut-être une forme de tristesse profonde ou d'incompréhension, de cette sensation d'être constamment mise en retrait, voilà, d'être incomprise. Donc, ça va être une émotion qui va être plutôt désagréable, même s'il n'existe pas vraiment d'émotion désagréable. Une émotion, ça met le point sur, ça véhicule un message qui est en lien avec une pensée qui, quand même, fait que c'est désagréable. Et ça va induire des comportements. Donc, forcément, je vais ressentir ça. Tous les jours au boulot, je vais me le dire. Donc, bah, mon comportement, ça va être sans doute que je vais ressentir de plus en plus de colère vis-à-vis de ce patron et que je vais être sur la résistance, sur la méfiance, prête à bondir. Et effectivement, vu que je vais avoir ce comportement émotionnel-là, qui va s'installer véritablement, ça va faire de moi une professionnelle toujours méfiante, toujours sur la résistance, hostile, et je vais faire
des expériences dans le boulot, dans mon domaine professionnel, qui vont aller comme ça sur des idées que je refuse tout, je suis hostile, et voilà. Et en fait, mon boulot va me montrer que j'ai raison d'être comme ça parce que effectivement, je suis toujours incomprise, mes collègues ne comprennent pas, j'ai des dossiers à rendre, sauf que c'est pas à moi de le faire, donc on ne me comprend pas. Bref. Et là, c'est le fameux cercle vicieux où tout s'installe, tout s'instaure, à la fois psychologiquement, physiologiquement, parce que forcément, ça va générer, je sais pas, je vais aller au boulot le matin avec des palpitations, un mal de ventre, des migraines. Et ça va être ma réalité qui est, on va dire, anesthésiée par ce système de croyance. Alors, voilà. Donc, ce que j'avais envie quand même de vous présenter, c'est la libération émotionnelle par le toucher-massage. Parce que quand je vous parle de respiration qui change, de battement du cœur qui s'active, de transpiration, de maux, de tension dans le corps, d'une tristesse, d'un épuisement, d'un burn-out, effectivement, tout ça, ça passe par le corps. C'est dans le corps, c'est véritablement le corps qui nous montre que ça ne va pas. Et forcément, tous les systèmes actifs dans le corps vont avoir ces mémoires-là. C'est-à-dire que le système de croyance va imprégner le système hormonal dans le corps, va imprégner notre système de pensée, va imprégner peut-être notre corps parce qu'on va se voûter de plus en plus, ou on va avoir des maux d'estomac à force de ressentir de la colère, de la culpabilité. Et donc, ça va vraiment s'installer dans le corps. Et à partir du moment où on va toucher ces émotions, mais au travers du massage, au travers du toucher, eh bien, on va aller bouger quelque chose qui fonctionne comme ça depuis des années. Et donc, en fait, il est vraiment important de ne pas y aller en force, mais d'y aller en douceur, d'aller à la rencontre de cette tension, de cette émotion-là, pour pouvoir après faire en sorte qu'elle se libère en s'exprimant. S'exprimer, c'est à la fois dans le mouvement et dans le son. C'est-à-dire qu'un corps qui s'exprime, il faut qu'il s'exprime intégralement. C'est une petite parenthèse, mais qui est fondamentale, puisque effectivement, il n'y a pas de libération dans le toucher-massage sans mobilisation du corps et par le son et par le mouvement. Donc, si on enlève trop rapidement une tension, une émotion, eh bien, le corps tout entier va être déstabilisé un petit peu. Et effectivement, il va l'être. Il va l'être, mais s'il n'y a pas d'autres piliers ou un renfort qui existe, la personne, elle peut du coup s'effondrer ou vivre mal les choses. Donc, c'est important d'y aller étape par étape, sans forcément aller bousculer les choses, sans forcément aller enlever la béquille, quoi. OK ? Alors, simplement, si je résume tout ce que je viens de dire, si je fais un petit bilan là, de ce que j'ai évoqué là maintenant, je vous ai parlé de mon histoire de vie, je vous ai parlé des expériences que j'ai pu rencontrer, mais de nombreuses expériences dont j'ai pu témoigner depuis que j'ai commencé mon activité, et pas seulement parce qu'en fait, j'ai 20 ans de social derrière moi, donc j'ai pu rencontrer des gens qui ont fait cette expérience de l'effondrement, du burn-out, voilà, jusqu'à un point assez bas, assez creux. Je sais que le corps, en tout cas les expressions du corps, sont là pour nous rendre attentifs. Nous rendre attentifs sur nos perturbations, sur ce qui nous freine, sur ce qui nous submerge émotionnellement, que c'est véritablement le vecteur qui nous montre que ça va ou que ça ne va pas. À partir du moment où on se connecte à ça,
à partir du moment où l'on comprend qu'il y a des choses qui bougent et que tout bouge tout le temps, voilà, la mort, la vie, les saisons, les cycles comme Hudson peut en parler, à partir du moment où on observe ça, où on sait que c'est comme ça, que les choses changent, que l'âme régit un peu tout ça, eh bien, on a une perception qui diffère. On a ce qu'on appelle un changement de lunettes. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on a des lunettes qui nous conviennent, à notre vue, eh bien, la vie a un autre goût, a une autre saveur, un autre parfum. Et ce nouveau souffle, il est là à ce moment-là. Il se vit à ce moment-là. Parfois, on dira que c'est un temps comme ça qui déclic, voilà, qui nous redonne ses lunettes. On retrouve nos lunettes, on retrouve d'autres lunettes, beaucoup plus à notre vue. Parfois, c'est par un cheminement. Ça prend un peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, tout ça, c'est vivant et que tout ça, ce sont les remous, c'est le chemin. C'est un parcours qui vaut le coup. Franchement, avancer à l'aveugle au quotidien, je ne suis pas sûre qu'on ait à la fin de notre vie cette perception de la réussite. C'est quoi la réussite de notre vie? Alors, si vous mettez dans la peau de la personne que vous serez à 80 ans, à vous poser la question, est-ce que j'ai réussi ma vie? En fonction de votre paire de lunettes, forcément, ça va être différent. Et donc, il ne suffit pas de se dire, ces lunettes, elles me font voir la vie en rose, on n'est pas dans un monde de bisounours, comme j'ai noté. N'empêche que je vais arrêter juste le partage. N'empêche que cette intelligence émotionnelle et le fait de se tenir informé de ce qui se passe dans le corps et de mieux comprendre ce qui se passe dans le corps, eh bien, ça nous permet d'avoir des émotions peut-être plus gérables, de ne plus avoir ces montagnes russes là, émotionnelles qui sont inconfortables, qui sont parfois même désagréables. On est sur quelque chose, des remous beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux. Voilà. Ça ne sert à rien de se dire, moi, je veux que ça soit plat. Le plat, généralement, c'est symbole de mort quand même. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait quand même des vagues, mais que ces vagues-là soient, que vous puissiez surfer sur cette vague sans forcément tomber à l'eau. Voilà. Donc, ça, c'est l'élément, c'est le cœur de ce que j'appelle, moi, la libération émotionnelle, et notamment par le toucher massage, où on va aller en douceur, eh bien, se réapproprier voilà, ce corps, réhabiter, se réinstaller dans les pièces de notre corps qu'on a construit, qu'on a créé tout au long de notre vie. Peut-être changer la déco, peut-être bouger des choses, changer les invités qu'on a envie de voir venir dans le corps. Mais en tout cas, c'est ça l'intelligence émotionnelle et c'est ça que je souhaite partager avec notamment ces femmes hein, qui vivent ces instants d'épuisement total, ce vide de sens. Et croyez-moi, tout est possible. Vraiment, tout est possible parce qu'on peut tomber très, très bas, mais à partir du moment où on entend, où on comprend ça, quand même, les choses vont beaucoup, beaucoup mieux. J'avais envie de conclure par rapport à mon programme. Ce programme, je l'ai donc créé un peu sur mesure. D'ailleurs, il est toujours sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne que je rencontre, de ses soucis, de ses objectifs, forcément, l'accompagnement va être différent. On ne va pas parler des mêmes choses, on ne va pas faire référence aux mêmes choses, puisque vous avez tous et toutes un système de croyances très différent. Mais en tout cas, cet accompagnement, il est au carrefour de plusieurs choses. À la fois de la pleine conscience. Alors, on peut éventuellement dire du lâcher-prise, de la méditation, de la relaxation. Il est également au carrefour donc, de ces routes qui se croisent eh bien, des ressentis du corps, donc de tout ce qui est en lien avec l'émotionnel et du pouvoir de l'inconscient.
Donc, je travaille beaucoup avec ça. Euh, et puis, il est possible que si effectivement il y a de la confiance entre la personne et le professionnel, parce que c'est très intime, parce que c'est témoigner d'un cheminement personnel qui peut remuer des choses véritablement. Mais vous avez encore tout à y gagner. Et moi, je suis très, très fière, très heureuse pour les personnes qui me disent au bout du compte, ça a changé ma vie. Peu importe le chemin qui est pris, finalement, moi, je m'en fiche. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que ces personnes puissent faire l'expérience de ce nouveau souffle, de cette reconnexion, de cet enfant qui se regarde dans le miroir en disant « mais c'est moi, c'est chouette, c'est moi, c'est magique ». Voilà, pour moi, c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est le cœur de mes envies de professionnelle, de femme, et j'ai envie que ce soit ma mission et je pense que ça l'est. Donc, peut-être qu'il y a des questions en lien avec le fait que on pourrait associer ça ou en tout cas comparer avec la question d'un suivi thérapeutique. Moi, je ne suis pas du tout thérapeute et je n'ai absolument pas envie qu'on nomme ce que je fais ou ce qu'on fait comme ça, parce qu'on est nombreux à le faire, comme thérapeute. Moi, ça me fait d'ailleurs toujours extrêmement peur quand on parle de thérapie, de thérapeute, parce qu'on a un outil, une technique, un savoir-être, un savoir-faire qui se réunissent et qui vont permettre à des gens de se retrouver, de se reconnecter à eux. C'est un outil qui va permettre à la personne de trouver les ressources. Donc, c'est un outil qui permet à la personne d'être autonome à la fin, d'être indépendante. Alors ça, c'est effectivement les mêmes enjeux qu'une thérapie psychanalytique, par exemple, psychologie clinique. Néanmoins, on sera sur ce désir d'aller trouver des ressources et non pas d'aller comprendre c'est quoi le caillou qui tombe. Ça, c'est la thérapie. Le caillou qui tombe, est-ce que c'est du grès? Est-ce que c'est une pierre de tuffeau? On s'en fout. Enfin, moi, ce n'est pas mon métier. C'est très complémentaire avec une thérapie. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais on n'est pas sur les mêmes créneaux. La libération émotionnelle, on est sur un créneau solutionniste. C'est-à-dire qu'on va aider à la personne de se mettre en mouvement, de sortir de sa zone de confort, d'avancer. Certes en faisant des petits rappels de ce qui s'est passé avant pour comprendre le système de croyance. Forcément, on va revoir un petit peu ce système de croyance, mais on ne va pas du tout aller l'analyser, on ne va pas aller disséquer ce que c'est que ce caillou, on ne va pas aller le scier pour voir ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la thérapie psychanalytique, thérapeutique. D'accord? Donc, l'outil de la libération émotionnelle, ça peut être une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour retrouver de la motivation, pour retrouver l'envie d'avancer, de cheminer. Mais ça peut être complémentaire également à une thérapie psychanalytique, hein, la libération émotionnelle. Ça peut être très complémentaire, on avance en même temps. Ça peut être une porte de sortie. Une fois qu'on a compris pas mal de choses, on va l'intégrer dans le corps différemment, mais avec cette idée de mouvement, d'aller vers l'avant. Mais ça ne vient pas remplacer. C'est absolument pas ça le but. Voilà. Et donc, tout simplement, j'avais envie de dire aux personnes, attention quand quelqu'un se présente comme thérapeute. S'il n'a pas les formations, s'il n'a pas les années de recul et d'expertise, à mon sens, il faut faire attention. Donc, l'objectif premier de ce programme, c'est effectivement d'aller se revisiter, d'aller se reconnecter, de retrouver plus de densité, de retrouver plus de confort intérieur dans le corps. C'est de retrouver du souffle, une motivation
Et la deuxième chose, l'objectif, c'est de vous rendre autonome dans la gestion de vos émotions. Vraiment. Voilà, on n'est pas des gourous. La personne, elle est capable, elle a tout en elle. Elle a vu qu'elle avait tout en elle pour s'en sortir, pour avancer. Et ça, c'est l'objectif de mon accompagnement au niveau souffle. Ça, c'est véritablement le point de sortie, la porte de sortie. Et pour finir, j'avais envie de vous dire, voilà, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc, on peut se fixer plein d'objectifs qui seraient des rêves. La différence entre les deux, c'est que l'objectif, c'est un rêve avec une date derrière. Donc, il y a une mise en action, il y a une vibration qui se fait dans le sens du mouvement. Et tout au long de cet accompagnement, on est dans quelque chose de vibrant. On est dans le mouvement, déjà dans le mouvement du corps, mais dans le mouvement de la pensée. On avance, voilà, on avance ensemble. Et on mobilise les ressources pour avancer dans le sens du sens que l'on donne à la vie, okay, et de nos valeurs. Un seul mot, rallume ta vie. Rallume ta vie par ce travail, ce cheminement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vivre cette expérience, humaine d'abord, et puis de vivre cette expérience de vous à vous, parce qu'en fait, ça vaut le coup, ça peut changer une vie. D'avoir conscience que les choses changent en permanence, eh bien, ça vient dédramatiser. Dédramatiser des événements un peu tragiques qu'on peut rencontrer dans la vie, ou en tout cas que l'on croit tragiques et qui ne le sont pas. On vient de vivre une période un peu particulière. Je crois qu'on a tous, beaucoup d'entre nous ont oublié que des choses changeaient et qu'il y avait à chaque fin un renouveau. Donc, à quoi bon lutter contre le naturel? L'univers fonctionne comme ça depuis des siècles, des milliers de siècles, des milliards de siècles même. Donc, il y a finalement juste à comprendre ce qui se passe pour nous, à l'intérieur de nous, et puis avancer avec tout l'amour que l'on peut avoir pour nous. Ça, c'est essentiel. J'ai très peu parlé de la confiance en soi. C'est un accompagnement qui redonne confiance en soi parce qu'il va il va restaurer l'image que vous avez de vous-même. Il va restaurer, et donc ça va avoir un impact fondamental sur l'image que vous donnez aux autres. Et forcément, il y a un effet miroir qui se crée. Et plus vous aurez confiance, plus il y aura de la densité dans le corps, plus vous irez là où vos valeurs vous marquent véritablement, là où vos besoins vous mènent, et bien plus vous allez avoir une vie pleine de sens et faite de liberté. Un dernier mot. Depuis quelque temps, j'ai fait la connaissance d'une amie qui ne l'était pas avant, mais en tout cas, ça fait partie des belles rencontres de mon cheminement. Elle s'appelle Stéphanie, cette personne. J'en ai rencontré plein d'autres, hein, effectivement, mais j'avais envie d'évoquer sa présence parce que cette douceur et ce silence, il peut se faire également avec l'aide de ce que l'univers nous propose, de ce que le monde nous propose. Je parlais des végétaux, des minéraux tout à l'heure. Ils font partie effectivement intégrante de ce qui nous entoure dans notre environnement quotidien. Voilà, il y a des végétaux partout, il y a des minéraux partout. Et les animaux en font partie également. Et toutes ces choses-là se suffisent à elles seules. C'est-à-dire qu'on peut très bien rester en équilibre au niveau de sa santé, de sa santé mentale, en tout cas au maximum, ce qui ne vient pas non plus dire que la médecine de nos sociétés n'est pas valable, pas du tout, mais en tout cas, l'équilibre de la santé peut également se faire au travers des plantes, au travers l'énergie des pierres, au travers la présence d'animaux.
Il n'y a aucun souci. Et je pense que même c'est quelque chose qui est nécessaire, fondamental, de s'appuyer sur les bienfaits des plantes. Et Stéphanie serait beaucoup plus à même d'en parler. Parce que chaque plante a une énergie différente qui vient soutenir, qui vient nous aider dans ce cheminement qui est la vie. Voilà, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre conférence avec grand plaisir et pourquoi pas avec Stéphanie. Je voulais vous remercier d'avoir été présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Je reste joignable. J'ai un site internet arbolescence.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup.